vente. Alors, en gros, que vous soyez propriétaire ou que vous soyez locataire, hein, vous avez le droit de refuser ce compteur. Je répète, dans la loi de transition énergétique, il n'y a rien qui précise qu'il y a une obligation pour l'usager de l'accepter. Donc, si vous êtes locataire, le contrat avec Enedis est à votre nom, donc c'est vous qui subirez les conséquences et de santé, les conséquences en termes de surveillance, les risques liés à vos appareils ou à un incendie potentiel du réseau, etc. Alors, et la vie privée, évidemment. D'autre part, donc, le contrat étant à votre nom, c'est vous qui en êtes signataire, les conditions générales de vente s'appliquent avec vous, donc tout à fait la possibilité de le faire. Le propriétaire d'un logement qu'il loue à quelqu'un d'autre a tout intérêt également à refuser, parce que, si un jour il récupère le logement, eh bien c'est lui ou sa famille qui en subiront les conséquences, et que deux, on commence déjà à voir des gens qui spécifiquement, quand ils déménagent, demandent quelque chose sans Linky. Voilà. Donc, ça va devenir, disons, une différence qui va permettre de soit apprécier, soit déprécier un bien. Donc, c'est très important de le savoir, ça. Deux cas de figure. Compteur pas accessible depuis la rue. Alors on l'appelle à l'intérieur, mais c'est-à-dire un compteur qui serait dans un environnement absolument privé, c'est-à-dire un jardin fermé avec portail fermé, etc., etc., ou un garage, ou carrément le domicile. Ça, c'est finalement la situation de 20 millions de compteurs en France, c'est plus facile, parce que vous avez en fait que à envoyer une lettre de refus qu'on vous a mis là, si vous voulez, et à résister ensuite au harcèlement. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile. Il y a des gens qui ont le compteur à l'intérieur qui sont remontés contre, et puis peu à peu, eh bien, ils se font harceler et ils finissent par céder. D'accord, donc sachez-le, c'est ça le plus dur. Alors là, on vous fournit un guide du refus, si on peut dire, qui vous donne les principaux arguments que vous risquez d'entendre et qui vous donne une réponse potentielle à ça. Parce qu'effectivement, quand on vous dit on va vous couper l'électricité, attention, faut le savoir, ou qu'on vous dit il faut nous laisser l'accès en tout temps, etc. Mais sachez-le, la technique la plus simple, c'est pas la technique argumentative, on peut dire, c'est la technique je coupe. D'accord? Si vous avez des gens qui vous appellent, écrivez-moi. D'accord? Si vous avez des gens qui viennent vous voir, c'est pareil. Écrivez-moi, là, j'ai pas le temps. D'accord? Vous repoussez les choses. Si vous avez marre des coups de fil, vous répondez pas. Et puis vous regardez le répondeur et puis vous rappelez que les gens qui vous intéressent. Voilà. Après, pour le reste, sachez-le, les arguments qu'ils mettent en avant sont toujours à peu près les mêmes. D'accord? Donc, pas de coupure d'électricité à craindre. La relève à pied payante, elle est loin d'être votée. Primo, deuxio, elle pourrait être potentiellement contre les conditions générales de vente de votre contrat, donc ça risque d'être aussi un truc argumentable d'un point de vue judiciaire. Ensuite, le compteur, non, vous ne le paierez pas plus tard si vous ne l'installez pas maintenant, puisque le compteur, en fait, vous le payez déjà à travers vos factures. En fait, nous les payons tous, donc c'est pas du tout, on va pas vous demander de faire un chèque plus tard, donc pas de panique de ce point de vue-là. Il n'y a pas d'amende. Les amendes, elles ont été enlevées, d'accord, de la loi qui initialement les prévoyait. Voilà. L'idée de il faut laisser l'accès en tout temps en cas de sécurité, non, parce que pourquoi est-ce que les personnes qui ont le compteur à l'extérieur auraient moins de droits ou plus de devoirs que les gens qui ont le compteur à l'intérieur? Donc tout ça, c'est pas un problème, d'accord? Ensuite, par contre, effectivement, c'est juste résister, je dirais droit dans ses bottes par rapport à ça, pas se laisser impressionner. Les histoires de on en a besoin pour la transition énergétique et tout ça, vous voyez bien que c'est du pipeau. L'aspect il y en a besoin pour les énergies renouvelables. En Allemagne, déjà, ils ont au moins 25% de leur électricité qui est produite par des énergies renouvelables. Ils n'ont pas eu besoin des compteurs communicants pour ça, donc il y a moyen de faire autrement. Qu'on ne nous raconte pas des salades. Il y a d'autres objectifs derrière tout ça et on n'est pas nécessairement d'accord avec. Voilà. OK. Donc ensuite, donc ça j'en ai déjà parlé. La relève à pied payante, elle n'est pas votée, mais en plus, le renouvellement, soi-disant dans les conditions générales de vente, le renouvellement du compteur, ça n'en est pas un là, hein. C'est un changement complet de la destination du compteur. Il devient un capteur. Vous vous souvenez de Philippe Monlobou, ce qu'il avait dit. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose d'anodin. Et pour un changement substantiel du contrat, il faut votre accord express, votre accord explicite, pas juste qui ne dit mot consent. Et si vous ne pouvez pas résilier votre contrat, ça n'est pas parce que vous êtes d'accord, mais parce qu'ils ont un monopole. Et ça aussi, c'est argumentable. Alors, si le compteur est à l'extérieur, sommation par huissier plus barricadage, non. Ça, j'aurais dû le modifier. Sommation par huissier, ça a fonctionné pendant 1 an.
certes, à peu près. Ça a permis de gagner du temps. Ils ont relativement respecté les sommations par huissier. Maintenant, sincèrement, ils ne les respectent plus. Si ce n'est pas barricadé, ils changent quand même. Donc, je dirais, simple lettre recommandée, ça suffit, de refus, mais barricadage. D'accord? Alors, le barricadage du compteur... bon, ça je passe. Le barricadage du compteur, certains hésitent par rapport à ça. Il y en a beaucoup qui se disent, est-ce que j'ai le droit? Il faut savoir une chose. Voilà, il y a l'aspect pratique des choses, mais déjà il y a l'aspect simplement psychologique. Il y a des gens qui hésitent. Pourquoi? Parce que effectivement ils se disent, bah mince, voilà, il est sur la rue, il faut que je le laisse accessible, etc. Non, d'abord le compteur, quand il est dans le mur de propriété ou le mur de la maison, il est quand même chez vous. Il est sur votre emprise foncière. Il y a une limite de propriété avec une porte qui permet d'accéder depuis la rue, mais le compteur, il est localisé dans votre mur, il est chez vous. Donc déjà, c'est une chose. Deuxièmement, pourquoi est-ce que les personnes qui ont le compteur à l'extérieur auraient la contrainte, le devoir, de laisser le truc accessible en tout temps, alors que les gens à l'intérieur ne l'ont pas? Et on ne va pas demander aux gens qui ont le compteur à l'intérieur de laisser leur porte ouverte en tout temps pour que Enedis, au cas où, puisse y avoir accès, ou les pompiers en cas d'incendie, ou ci ou ça. Quand il y a un incendie, les pompiers, ils cassent la porte, et puis voilà, quoi. Hein. Donc, c'est pas un sujet. Voilà. Et puis, pour le relever, eh ben, pas de problème. Ça se fait en votre présence, avec un compteur à l'extérieur, même si voilà, vous êtes vous aviez un compteur qui précédemment était accessible sans votre présence. Maintenant, ça ne l'est plus et vous êtes exactement dans la même situation que les gens qui ont le compteur à l'intérieur de chez eux. Vous n'êtes pas plus dans l'illégalité. Alors, il faut le barricader, oui. Alors, ce barricadage-là, ouais, je vais vous montrer un autre exemple de barricadage. Oui. 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 De relever. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ah non, non, au contraire, c'est très bien. Ils vont faire la relève, la relève sans votre présence, mais comme le compteur est à l'intérieur, ça va. Votre compteur est à l'intérieur. Oui. Si vous n'avez pas le système compteur à l'intérieur et boîtier déporté à l'extérieur, ce qui est votre cas. Si vous n'avez pas du tout de compteur à l'intérieur, si tout est à l'extérieur, à ce moment-là, il faut barricader puisqu'ils vont le changer sinon. Voilà. Alors, oui, donc vous êtes peut-être dans une situation plus avantageuse que vous ne le pensiez, par exemple. Hein. Alors, par exemple, là c'est compressé. Alors c'est peut-être un petit peu petit, mais quand même, vous verrez un peu ce que ça donne. Vous voyez la plaque acier, c'est une possibilité, il n'y a pas que ça. Hein. Une possibilité avec une plaque acier à l'intérieur du compteur, voilà. Une plaque, là je crois que c'est peut-être 3 mm d'épaisseur, qui était donc à dimension, coupée pour pouvoir, sur la partie haute du compteur, lire le relevé, et puis qui est en fait munie de 4 tiges filetées qui sont de chaque côté, tout à fait en limite de la plaque, et qui traversent le mur de limite de propriété, par exemple, et qui sont boulonnés de l'autre côté, avec des boulons, par exemple, boulons soudés. Voilà, c'est petit, je sais, mais voilà. Donc vous avez deux plaques là qui récupèrent et qui boulonnent la chose. Sachant que vous pouvez les souder, ce qui est mieux, bien sûr, mais d'un autre côté, pour pouvoir les démonter plus facilement, c'est mieux peut-être de ne pas les souder, mais dans tous les cas, il faut absolument, disons, fermer son portail et tout le reste, parce que sinon, ils vont rentrer. Ils sont incités à la violation de domicile, les poseurs, par différentes choses, en particulier déjà, alors Enedis les incite en fait à passer outre. Alors je vais vous montrer pause forcée. Il y a une fiche d'Enedis qui a circulé. Vous voyez en haut le logo, etc. Enedis, que faire face au refus sur le terrain, situation poseur. C'est en fait en l'absence du client, situation sans présence physique du client, vous voyez. Alors, en gros, voilà, situation pouvant être rencontrée, conduite à tenir. D'accord? Alors, à chaque fois, on voit que s'il y a ci, s'il y a ça, voilà. En gros,
ne pas tenir compte, casser le cadenas, se faire ouvrir par un voisin, utiliser la clé vigique pour rentrer quand même, etc., etc. hein. Le pompon, c'est quand même que théoriquement, à chaque fois, ils disent « et s'il n'y a pas de panneau interdisant l'entrée, un panneau pérenne disant propriété privée, alors vous rentrez quand même ». On pourrait se dire « bon, ben, on va mettre un panneau propriété privée, quoi, hein, et ça va suffire ». Eh bien non. À la fin, ils le disent. Dans le cas d'un ensemble collectif, en gros, on tente d'obtenir que le client ou un autre habitant ouvre, et sinon, en fait, on doit considérer qu'il est inaccessible. Mais si c'est un particulier, même s'il y a le panneau, on rentre quand même. D'accord? Donc ça veut dire qu'effectivement, on considère peut-être qu'un individu tout seul, il aura moins le courage de s'attaquer, de s'opposer, de réagir si on lui change. Alors si c'est un collectif, peut-être c'est pas le cas. Voilà. Alors sachez-le, une cage d'escalier n'est pas considérée comme le domicile. Donc malheureusement, on ne peut pas invoquer la violation de domicile si les gens rentrent dans une cage d'escalier. Par contre, effectivement, si c'est un jardin, il vous appartient, à partir du moment où même un chemin privatif, d'accord, il vous appartient, et là, il y a violation de domicile. C'est pas, ce qui compte, ce n'est pas la violation de propriété, d'accord, c'est votre domicile. C'est-à-dire qu'un propriétaire qui loue à quelqu'un d'autre ne peut pas invoquer la violation de propriété autant que la violation de domicile. Ce qui compte vraiment, c'est le domicile. Donc c'est la personne dont c'est le domicile qui doit, on va dire, invoquer quelque chose. Et ça, vous voyez, ce genre de situation, ça vous montre l'absence totale de démocratie, on va dire, autour de ces pauses, et le fait qu'on essaye de passer en force. Donc en gros, ils cherchent à installer tout ce qui est accessible le plus vite possible, pour créer un effet de masse, pour créer un effet qui va justifier le fait qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Voilà, exactement. Donc c'est une course contre la montre, et ça, il faut effectivement qu'il y ait un maximum de gens qui s'informent et qui refusent, pour qu'on puisse envisager évidemment de... Alors, oui, très bonne remarque. Très bonne remarque. Alors, les maires, on va conclure sur ça. Entre autres, oui. Alors là, si on est là, c'est parce que justement, c'est un mouvement citoyen. Il y a plus de 800 collectifs au niveau français qui ont pris leur bâton de pèlerin, on peut dire, pour informer leurs concitoyens. Ça se fait parce que justement, ça passe pas tellement par la presse, par les élus, par le gouvernement, par Enedis. Les gens qui le font, ce sont les individus. Et ça se fait comme ça, et à mon avis, ça va être le plus efficace parce que malheureusement, à part quand même un certain nombre d'élus, il y a plus de 400 communes qui ont délibéré. Voilà. Qui souvent sont proches de leurs habitants. Alors on a beaucoup de petites communes, mais on a également quelques grandes communes qui ont quand même pris des positions importantes. Alors vous avez Bayonne là qui vient de demander un moratoire, vous avez différentes villes, différentes communes qui ont exprimé au minimum leur inquiétude, ont fait un vœu, ont demandé un moratoire, ou carrément ont pris une délibération contre les compteurs. Ça va de tout. Il y a des communes comme Melun, comme Fontenay, vous avez, je parlais de Bayonne, vous avez Tarnos, vous avez un certain nombre de communes plus importantes et beaucoup de petites communes. Et évidemment, au départ, c'était traité par le mépris. Et puis après, quand on a vu que ça se multipliait, bah, ils ont un peu pris peur. Alors, ils ont essayé de trouver un peu, enfin, de déclencher l'artillerie lourde. Voilà, les préfets ont écrit généralement aux maires de leur département, les syndicats d'énergie, l'Association des maires de France. Donc les maires se sont retrouvés finalement à l'objet d'un feu nourri de lettres généralement qui leur disaient surtout ne faites rien. Un, vous n'avez pas le droit de le faire. Deux, vous n'êtes pas concernés. C'est pas vous qui aurez des problèmes si jamais. Voilà. Alors sachant pourtant que les maires et les collectivités territoriales sont propriétaires des compteurs, et ça depuis déjà bien longtemps. Beaucoup ne le savent pas. Effectivement, il y a eu un transfert de compétences, souvent, de gestion vers les syndicats d'énergie, généralement, mais transfert de compétences ne veut pas nécessairement dire transfert de propriété. Et ça, il y a eu toute une première vague de délibérations qui ont été faites, prises par des communes, on va dire, des délibérations maison, d'accord. Et puis il y a eu une deuxième vague qui a été faite après, de délibérations faites par un cabinet d'avocats, un cabinet de juristes qui s'appelle Artemisia. Et donc, cela, on peut vous les envoyer aussi avec le kit d'info. Ces délibérations-là sont des délibérations, en fait, qui sont beaucoup plus
calés d'un point de vue juridique, on va dire, et qui ont surtout trait à l'aspect vie privée. Il y a également un arrêté qui a été proposé, un arrêté type, un modèle type en fait. Hein. Et donc, l'idée générale de ça, c'est qu'il faut, en fait inciter les communes à prendre ces arrêtés et ces délibérations, mais en sachant que les maires se disent « Ouh là là, les préfets, est-ce que je vais être dans l'illégalité ?» Et puis, regardez, de toute façon, au tribunal administratif, on est toujours débouté. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas, c'est qu'il y a eu effectivement toute une vague de ces premières délibérations un peu maison qui ont été attaquées, pas toutes. Il y en a pour qui il y a prescription, parce qu'en fait, il y a des délibérations qui n'ont pas été attaquées dans les délais, et voilà, et du coup, maintenant, il y a prescription, et ces délibérations s'appliquent. Et puis, il y en a qui ont été d'abord annulées, donc suspendues d'abord au tribunal administratif, en référé, et puis après annulées au fond pour 2 ou 3 d'entre elles seulement. Sachez que la suspension par le juge, quand on est en référé, c'est juste une mise entre parenthèses et qu'elle ne veut pas dire du tout que la délibération sera annulée dans le jugement au fond. C'est une sorte d'ouverture de parapluie, souvent, par le juge des référés, qui renvoie le bébé, on peut dire, au jugement au fond. On ne discute quasiment pas des arguments, c'est très rapide. Les audiences, voilà, chaque avocat intervient 5 minutes, puis 5 minutes, et puis éventuellement il y a un petit peu de grâce, si le maire intervient, ça fait encore 5 minutes, et en un quart d'heure c'est bouclé, quoi. Hein. Donc ça, c'est sur cette base-là que s'il y a le soupçon d'une quelconque illégalité possible d'un des arguments de la délibération, un des arguments, eh bien on peut suspendre toute la délibération. Alors autant vous dire que quand les journaux titrent la délibération de telle commune annulée, alors qu'en fait elle est suspendue en référé et que le jugement au fond va intervenir après, c'est quand même une manière un peu malhonnête des fois de présenter les choses. Voilà. Et pour le commun des mortels qui ne sait pas comment ça marche, eh ben, ils se disent « Ah ben regardez, c'est annulé ». Et même pour certains maires qui se disent « Ah ben vous voyez, on ne peut rien faire hein, ». Et qui... Si le maire a déjà délibéré, enfin le conseil municipal, oui. l'année dernière, je crois, a déjà délibéré en disant « Voilà, les compteurs arrivent, on délibère pour donner notre accord sans réfléchir, sans informer avant. De toute façon, ici, on est informé à l'avance. » Oui, mais on peut redélibérer après pour dire qu'on n'est pas d'accord. Hein. Ça, c'est pas un problème, hein, effectivement. De maison en maison pour faire signer une pétition pour demander aux personnes si elles voulaient du compteur Linky ou pas. Donc il y a eu une pétition, il y a eu 285 signatures qui ont été 265 signatures qui ont été collectées et de personnes qui demandaient qu'il y ait une décision du conseil municipal refusant donc l'installation des compteurs Linky sur la commune, que cette pétition a été donnée au maire et au conseil municipal lors d'une soirée de conseil municipal et que le maire a dit que lui, de toute façon, pour lui, il n'y avait pas de problème et que lui, il voulait qu'il y ait les compteurs Linky. Qu'ensuite, il a fait venir Enedis pour avoir de l'information, Enedis qui a refusé de rencontrer les habitants. Donc le représentant est juste venu pour parler aux conseillers municipaux et aux maires et qu'à la suite de ça, il y a eu une réunion avec Maude qui a été programmée où les habitants n'ont pas été conviés, le maire y était absent. Oui, c'était une réunion pour le conseil municipal. Mais voilà. Au départ, elle devait être faite avec les habitants et en fait, c'est le conseil municipal qui a eu cette réunion avec Maude Bigan. Et à la suite de tout ça, puisqu'il y avait rien qui se faisait et nous avons décidé en tant qu'habitants de la commune de faire en sorte qu'il y ait cette réunion d'information qui ait lieu aujourd'hui. Voilà. Le maire était d'accord pour qu'on ait cette réunion au départ. Le maire était d'accord mais ne voulait pas vous louer une salle potentiellement. Le maire, il ne nous a pas dit grand-chose. Il a dit simplement que c'était lui qui décidait et que lui, il était pour l'installation des compteurs Linky. Point barre. C'est tout. C'est démocratique, voilà. C'est pas le maire qui décide, mais bon. Alors, ok. On est 4 sur 9 à être contre. Donc, si on demande une délibération, je ne sais pas comment ça va se passer, quoi. On l'a demandé, hein, bien sûr. Hein. Alors, je pense que le maire il est tiraillé. Moi, je ne veux pas trop parler de lui parce que je pense qu'il est tiraillé. Il a très peur. C'est quelqu'un qui a peur énormément. Et donc, on s'est dit, bon,
Maintenant, allons-y avec les habitants, dont je fais partie aussi, hein, je suis conseiller municipal. C'est au niveau des habitants que les choses devront se faire. Tout à fait. C'est au niveau des individus qu'il y a de l'espoir, je pense. Oui. Oui. Ils nous disent qu'on n'est pas propriétaire des compteurs, donc les délibérations, ça ne sert à rien. Mais en même temps, quand la délibération passe et qu'elle n'est pas annulée et tout ça, ben, ils ne vont pas installer les compteurs Linky. C'est ça qui est paradoxal. Alors, en fait, il y a plusieurs situations qui se passent justement par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est le mieux, c'est une délibération qui passe et qui est respectée. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas... s'il n'y a pas de concentrateurs qui sont installés sur la commune du tout, parce que toute la commune a refusé quelque part, les habitants sont beaucoup plus protégés que s'il y a quand même les concentrateurs qui envoient le CPL et quelques linkies par-ci par-là. Donc c'est sûr que c'est mieux. Voilà. Vaut mieux que ce soit global que individuel. Mais d'un autre côté, le problème, c'est qu'il y a énormément de maires qui n'osent pas, qui ouvrent le parapluie, qui, quelque part, reçoivent, donc, comme je disais, des informations de plein de choses. Alors, ils sont harcelés, parfois même par les renseignements généraux, allez voir. Donc, effectivement, ça va loin. Parfois, c'est un chantage officieux aux transformateurs, aux nouveaux transformateurs dont vous avez besoin. Vous savez, ben, si vous délibérez, il n'y en aura pas, ou les travaux seront beaucoup plus longs, etc. Donc il y a plein de choses. Et les maires ont reçu, notamment en 2016, au printemps, une note juridique qui avait été relayée justement par la préfecture, par le syndicat d'énergie, etc., par l'Association des maires de France. Cette note Ravetto, c'était une note donc faite par un cabinet de juristes qui leur disait en gros, ne faites rien, vous ne pouvez rien faire de toute façon et vous ne serez pas responsable. Voilà, et cette note Ravetto, faut quand même savoir qu'elle émane d'un cabinet d'avocats qui est en profond conflit d'intérêts, puisque en fait le cabinet Ravetto, dont le membre fondateur Paul Ravetto est également vice-président et trésorier d'une association qui s'appelle l'AFDEN, AFDEN, et l'AFDEN en fait est financé par, entre autres, Engie et EDF, maison mère de Enedis. D'accord ? Donc ce cabinet de juristes est en profond conflit d'intérêts et que sa note soit relayée par les pouvoirs publics, par-ci, par-ça, ça en dit long en fait, hein, sur évidemment tout ce qui est indépendance de tout ça. Plus les portes tournantes entre les personnes qui, au niveau du gouvernement, ont piloté les passages de la loi, ou au niveau du Parlement, ont voté la loi, et qui ensuite ont eu des postes intéressants, notamment à RTE, ou des choses comme ça. Donc, hein, les fameuses portes tournantes entre le gouvernement et les grosses entreprises, etc. Donc, il y a une forme de collusion, ça c'est clair, et c'est pour ça qu'effectivement, c'est bien de pousser les élus à agir, mais quand ils ne veulent pas agir parce qu'ils ont trop peur, il faut que chacun prenne en main les choses et voilà, prenne son bâton de pèlerin, on va dire, hein, et puis aille prévenir les autres. Et résiste aussi. Voilà, c'est une forme de résistance et c'est une forme qui est nécessaire parce que, comme je vous disais, on est dans une société qui commence, qui est une société du tout contrôle, du tout connecté, de la déshumanisation, de la robotisation à outrance aussi. Ça, on n'en a pas encore parlé. Mais au niveau des Linky, c'est un peu ça l'idée, hein. Vous avez une perte d'emploi également. Vous pensez aussi que les maires sont en train de perdre énormément de leurs compétences et que la démocratie au niveau qu'on avait encore au niveau local est en train de se perdre parce que ça va se gérer par la grande Comcom et que ça va même aller au-delà, voilà. Donc je crois que bon, moi je lance pas la pierre au maire parce que bon, j'étais en colère, hein, j'avoue, hein. J'ai forcé, on a lutté et on était 5 à un moment donné sur 10. On pensait que quelqu'un allait s'abstenir, donc on allait pouvoir. Et puis la personne a démissionné, est partie, donc on restait 4. Voilà. ERP a réussi. Je ne sais pas si ERP a réussi, c'est un jeune qui à un moment donné est allé à une réunion d'Enedis et qui a pas lutté contre Enedis et contre le Linky, il a répété tout ce qu'avait dit Enedis. Et surtout par rapport au chômage. Enfin, que c'était une illusion, que bon. Et finalement, eh bien, ils ont voté, il y en a peut-être 5 qui ont voté, c'était 5-5 peut-être, un truc comme ça, et puis quelqu'un s'est abstenu, et ça a passé. La délibération a eu lieu. Voilà. Des trucs comme ça, ça tient parfois à pas beaucoup de choses.
Alors oui, il y a quand même pas mal de communes. Apparemment, il y en avait 18, même ça, d'après le compte de Enedis. Alors, entre autres, voilà, il y en a beaucoup. Mais ce qui compte aussi, c'est ce qui va se passer après. Parce que pour certaines, la délibération a été, entre guillemets, suspendue. Pour certaines, ils les ont retirées. Pardon. Mais ce qui va compter là, c'est que les nouvelles délibérations qui ont été prises par les communes récentes, on va dire, des communes, on va dire, qui ont pris les délibérations du modèle Artemisia, certaines ont vu leurs délibérations suspendues, mais aucune n'est annulée officiellement. Donc là, il va y avoir des procédures qui vont durer encore un bon moment de ce point de vue-là. Et par contre, je tiens à vous dire une chose, c'est que vous n'êtes pas un cas isolé. Le fait que Enedis n'ait pas voulu venir parler aux habitants, en Ariège en tout cas, c'est absolument le cas partout. Ils ne veulent même pas de réunions publiques où des gens bien informés pourraient leur poser des questions gênantes. C'est toujours à huis clos avec le conseil municipal ou au pire des entre guillemets réunions, c'est pas vraiment des réunions, c'est-à-dire des prises de rendez-vous où les gens peuvent individuellement ou en couple venir rencontrer généralement 2 conseillers d'Enedis, 1 ou 2, et qui leur donnent les mêmes arguments, un peu comme d'habitude. Voilà, sur rendez-vous. Et jamais ils ne veulent être mis en minorité avec risquer d'avoir plus de personnes en face ou des personnes contradictoires. Non, ils ne veulent pas. Est-ce qu'il y a des associations qui fédèrent les maires justement qui se sont opposés à ça pour les aider à ne pas subir des pressions Alors, il existe effectivement, alors pas tellement des associations qui interviennent auprès des maires, il y a des associations qui interviennent auprès des particuliers comme Robin des Toits, Next Up, Priartem, etc. Mais il existe effectivement Stéphane Lhomme qui est un conseiller municipal donc, de la commune de Saint-Macaire en Gironde et qui est donc un des pionniers du mouvement anti-Linky et anti-compteur communicant en général d'ailleurs. Et en fait, il soutient beaucoup les maires. Il a un site internet qui est très intéressant qui s'appelle refus.linky.gazpar avec un Z, .free, voilà, .fr. Voilà. Et donc ce site, vous l'avez sur le tract en lien. Et effectivement, il a listé les communes qui avaient délibéré, il avait mis en ligne les délibérations, les modèles de délibération. Et là, il soutient vraiment, voilà. Et il est lui aussi, bien sûr, l'objet d'une plainte de l'UFC Que Choisir qu'il avait décrié comme étant, on va dire, un peu trop complice d'Enedis. Et pour montrer qu'effectivement l'idée c'est plutôt de lui mettre des bâtons dans les roues, pour le même fait, ils l'ont poursuivi avec 3 plaintes différentes. Ce qui l'oblige 3 fois, sur 3 procédures différentes, à venir sur Paris avec des frais afférents et tout le reste. L'UFC Que Choisir, en fait, est normalement une association de défense du consommateur, mais Stéphane Lhomme a été assez critique vis-à-vis d'eux parce qu'en fait, dans toutes leurs interventions publiques et dans les documents, l'attitude de l'UFC, de façon générale, il cautionnait plutôt le fait qu'on ne pouvait pas refuser, que, en gros, il ne soulignait pas les problèmes aussi liés à ces compteurs, alors qu'ils l'avaient fait au départ. En 2011, ils avaient commencé à faire une demande d'un recours contre le Linky auprès du Conseil d'État, etc. Donc au départ, ils avaient une position assez critique, qui ne touchait essentiellement que l'intérêt du consommateur, mais qui était quand même assez critique. Et maintenant, malheureusement, on est de plus en plus dans, apparemment, un cautionnement de ce qui se passe. Et donc, en tout cas, Stéphane Lhomme l'avait critiqué, et du coup, ils l'ont accusé en diffamation, etc. Mais si vous voulez, c'est pas hyper étonnant. Il y a des tentatives à différents niveaux. Vous avez des tentatives contre Annie Lobé, qui avait, donc une journaliste indépendante qui animait le site santé publique édition.fr, et qui était vraiment un fer de lance aussi de cette lutte anti-Linky depuis le début. Beaucoup d'informations, beaucoup de travail derrière tout ça, et qui, en fait, par exemple, avait incité beaucoup de gens à faire les sommations par huissier, qui avaient un effet dissuasif, pas un effet contraignant, mais un effet dissuasif, et qui ont quand même fonctionné pendant au moins 1 an. Mais l'idée générale, c'est que là, en fait, ils ont essayé de la mouiller pour dire que peut-être elle avait un intérêt financier avec le cabinet d'huissier pour ça. Heureusement, bon, comme il n'y avait rien derrière, c'est quelqu'un qui a très peu de revenus, qui n'est pas du tout dans cette démarche-là, la plainte est tombée à l'eau, mais vous voyez un petit peu, quoi. Voilà. Et puis, il y a encore un dernier truc qui s'est passé, c'est les associations, c'est des choses qui se sont passées bizarrement. Ouais. Oui. Et oui, mais le problème des associations de consommateurs, comme l'UFC Que Choisir, par exemple, c'est qu'elles sont très frileuses. Justement, elles n'interviennent pas vraiment. Pas sur ce sujet.
Non, non, non. Le sujet est pris en charge par des associations de défense des électrosensibles de type Priartem, par exemple, ou Next Up, ou effectivement par des associations qui visent au moins la protection contre les ondes, comme Robin des Toits, par exemple. Mais effectivement, dans une situation comme ça, eh bien, ce sont des associations qui se retrouvent parfois un peu seules parce qu'il faut, voilà, il faut alerter également sur la dangerosité des ondes et lutter contre l'apathie ambiante. Voilà. Quand on a eu Enedis avec les élus, là, franchement, c'était très superficiel. On a posé des questions un peu plus approfondies en essayant de se rappeler tout ce que vous nous avez dit. Et là, il calait. Franchement, il calait. On était deux à lui poser des questions. Et à la fin, il a failli partir. Le maire l'a retenu parce qu'il voyait qu'il était un petit peu coincé par les questions. On a été très correct, hein. Et quand il est parti, je lui ai dit, bah, sans rancune, il m'a fait, mais de toute façon, moi, je suis payé, pas vous. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais j'ai oublié de lui dire, mais je suis libre. Donc ça parlait... Hein, Du coup, le fait qu'il cale, en fait, il ne répond pas réellement aux questions, le maire n'a pas trouvé ça... eh ben non, non, non. On était deux, trois. On a même eu une réflexion. Oui, mais c'est oui, mais c'est l'establishment, Enedis, tu vois. La vérité, voilà, on peut rien faire. Voilà, contre le syndicat d'électricité, parce que on peut rien faire. Voilà. Voilà. Oui. Il faudrait pouvoir reprendre. Ah oui. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pareil. L'idée générale, là, c'est que c'est pas la lutte contre le progrès, en fait. Là, c'est la lutte contre l'autorité. C'est le fait de... Voilà. Mais par contre, c'est un argument qui est très régulièrement utilisé, c'est-à-dire l'argument de dire vous êtes contre le progrès, alors que finalement, par rapport à ça, voilà. Alors, on n'y peut rien, soi-disant, c'est obligatoire, soi-disant, de toute façon, on l'aura tous, de toute façon, on a des ondes déjà partout, etc. De toute façon, on n'y peut rien, ils sont trop forts. Enfin, c'est impressionnant. Je parlais de l'apathie ambiante il y a une minute, là, c'est ça l'idée. Hein. Donc, c'est effectivement, il faut réaliser le type de société qu'on nous prépare. Je répète, ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg, mais ça avance très, très vite. On nous parle de connecter partout. Quand il y a des capteurs absolument partout, c'est des mouchards absolument partout. Pour tout, au travail, dans la rue, dans la maison, dans tout ce qu'on fait. Et d'autre part, effectivement, il y a la robotisation à outrance, dont ceci est un symptôme, parce que quelque part, on nous dit il va y avoir des emplois créés potentiellement. Mais il faut savoir que la fabrication des Linky, elle est extrêmement robotisée. Il y a très, très, très peu d'emplois qui sont créés. Donc, effectivement, on a surtout beaucoup de gens qui sont virés, qui faisaient les relevés, et puis on a très peu d'emplois créés. On est dans d'une société qui cherche à se robotiser aussi et qui cherche à rendre ça normal. Hein. Voilà, j'ai un article des valeurs mutualistes qui cherche à montrer que les robots d'aide à la personne, c'est l'avenir et qu'on va remplacer justement, et c'est déjà le cas quoi quasiment, qu'on remplace finalement des gens que l'on ne paye plus pour s'occuper des autres, comme dans les EHPAD dans le Jura ou ailleurs, hein, mais qui effectivement sont remplacés par des petits robots pour tenir compagnie ou par des bracelets connectés qui préviennent quand la personne âgée tombe, comme ça les proches sont rassurés, etc., etc. Donc voilà. Oui. Ah, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Déjà, on voit le nombre de trucs qui sont hackés, Et oui, tout à fait, tout à fait. Alors, sachez-le, puisqu'on est sur ce sujet. Ouais. Le dernier point justement par rapport à ça, c'est que justement le compteur Linky, il a été piraté déjà. Il a déjà été piraté en 3 heures a priori par des gens de Saclay apparemment. C'est des gens qui ont été interviewés dans le cadre d'un livre qui s'appelle Cyberfragile. Alors je vous cherche la référence, c'est Blaise Mao et Thomas Saint-Ourens qui en fait ont dit ça dans
leur livre Cyberfragile et dans l'émission d'RTL donc du 31 mars 2016, La curiosité est un vilain défaut. Et effectivement, il y aurait donc un chercheur en sécurité qui aurait piraté le Linky en 3 heures, sachant que c'est pas du tout une nouveauté. Il y a déjà plusieurs compteurs autres d'autres pays qui ont été piratés aussi, et que tout ce qui est connecté est piratable, quoi, hein, forcément. Hein. Bon, à l'époque, il y avait en plus en façade potentiellement une clé USB, un port USB. Alors, ils l'ont enlevé, mais il y a quand même beaucoup de compteurs Linky qui ont été posés qui en ont encore. Hein, voilà. Donc, faut le savoir. Il y a beaucoup d'inconvénients. Donc tout cela déjà, hein. Et effectivement, eh ben, c'est une, je ne vais pas dire c'est une fausse bonne idée parce que je pense que c'était même pas une bonne idée dès le départ. Voilà. Bon, c'est du business. En tout cas, donc merci d'être venu et puis informez autour de vous, voilà, et agissez. Merci à vous.